Dans notre précédent reportage avec Stéphanie, toujours disponible sur la chaîne, elle nous ouvrait les portes de son salon de beauté en Allemagne, un business qui génère jusqu'à 2500 € de chiffre d'affaires par jour. Ce jour-là, on vous avait promis un podcast. Aujourd'hui, avec Douglas, on commence à honorer ses promesses. Voici la première partie de notre échange, un moment authentique, enrichissant, qui prolonge le reportage avec de nouvelles confidences. Bon visionnage et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer de la suite du podcast. Salut Stéphanie. Salut Monsieur Douglas Foucan. Comment tu vas aujourd'hui? Super bien. Pourquoi l'Allemagne? L'Allemagne, je n'ai pas choisi. Ce n'était pas un pays de rêve, ce n'était pas mon pays, ma destination favorite. J'avais plus ciblé la France, les États-Unis, le Canada. Mais c'est ma grande sœur qui a motivé les parents, qui a inspiré les parents, parce qu'à l'époque, elle avait ses copines ici en Allemagne. Et du coup, on s'est dit, OK, Stéphanie, tu iras en Allemagne. C'était pour moi comme un deuil. Tu ne voulais pas quitter le Cameroun? Je ne voulais pas venir en Allemagne. Ah ok, mais tu voulais quitter le Cameroun? Je voulais quitter le Cameroun, oui, pour la France, États-Unis ou Angleterre, mais pas pour l'Allemagne. Pas pour l'Allemagne. Donc, Okay. disons, je suis venue en Allemagne, pas envie, mais pas imposition, ça sonne un peu négatif, mais disons que c'était un choix des parents. D'accord. Ouais. Ok, donc ça veut dire tu es venu en Allemagne parce que tes parents ont décidé que tu viennes en Allemagne. Est-ce que tu penses que ça aurait été mieux que tu décides toi-même de ta destination? Aujourd'hui, avec du recul, non, parce que quand on regarde les pays en Europe, l'Allemagne, c'est un bon pays. Donc, avec la vie que je vis aujourd'hui et le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, je suis contente. Peut-être j'aurais pu dire ça si j'avais échoué, j'avais raté ma vie, et je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, du coup, forcément, je suis reconnaissante, je suis contente que je sois venue finalement en Allemagne. Donc, d'accord. Ouais. Ok. Et quand tu arrives en Allemagne, c'est quoi tes plus gros challenges? C'est déjà le fait de réaliser que je suis noire. Parce que toi-même, tu es africain. Je ne pense pas que toi, au Cameroun, tu avais su que tu étais noire un jour. Du moins, moi, je n'avais pas su que j'étais noire. Je comprends exactement ce que Donc, tu veux du dire. coup, c'était déjà ça, l'intégration, la langue, le climat. Les premiers mois, c'était difficile. Je pleurais même, je voulais rentrer. Donc, mais avec le temps, tu rencontres les gens. Surtout que je n'avais pas de famille. Quand je dis pas de famille, c'est même un cousin. J'avais pas. Donc, j'ai atterri chez des amis que j'ai rencontrés au cours de langue. Donc, c'était un peu difficile avec les études en une autre langue. Même si tu as fait les cours de langue, en fait, je ne pourrais jamais m'exprimer comme un Allemand. En fait, c'était ça mes challenges. L'intégration, la discrimination, le racisme, ces petits trucs du quotidien là. Ok. Ouais. J'ai discuté avec plusieurs personnes et moi aussi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je veux savoir ce qu'il y en est pour toi. Quand on quitte le Cameroun, pour la plupart, on quitte avec une sorte de complexe. C'est vrai que, comme ce que tu dis, c'est vrai, on ne réalise pas forcément qu'on est noir parce que on vit avec des noirs au quotidien et tout, donc Ouais, on ne exactement. réalise pas la couleur de notre peau. Mais à côté de ça aussi, il y a les complexes, il y a nos modèles. Nos modèles à l'école, on nous apprend les modèles intellectuels, c'est les Albert Einstein, sont des blancs, c'est les Descartes, sont des blancs, c'est les Thalès, etc. Et même sur le plan culturel, nous étions nombreux à regarder des séries occidentales sur les chaînes africaines et tout. Et une fois qu'on arrive ici, il faudrait se remettre au niveau. C'est un réel challenge. Et ça, ce challenge-là, ça se manifeste chez des gens de différentes façons, de se dire que enfin, je suis en fait finalement devant l'être supérieur, que faire? Donc, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que ça t'a dérangé? Et comment est-ce que tu as surmonté ça? Moi, je ne pense pas réellement que ça m'est arrivé, mais je crois que c'était plus par rapport à la langue. Parce que déjà, devant un Allemand, devant une personne qui parle la langue mieux que toi, tu te sens un peu faible. Quand tu viens d'arriver, ce sont des trucs avec le temps, tu dépasses ça. Mais au début, quand tu es devant un Allemand qui s'exprime bien, et toi, tu as du mal à vraiment dire ce que tu veux, comment tu veux le dire et tout et tout. Justement, il y a ce complexe-là encore de supériorité qui se renforce ou qui se crée, tu vois. Mais ce que, par exemple, je n'ai pas eu avec, par exemple, des Français. Je pense que si j'aurais été en France, je n'aurais pas eu les mêmes problèmes.
parce que j'aurais parlé la langue au même niveau qu'un Français, et ce qui fait que ça aurait un peu cassé ce complexe de « il est meilleur que moi » par rapport aux préjugés que j'avais déjà avant. Ouais. Mais justement, le fait, ok, il y a la langue, il y a l'allemand, mais il y a, comme je disais encore dans ma question, il y a le fait que c'est une race supérieure. Oui. Est-ce que si tu avais été en France, c'est vrai qu'on va balayer, parce qu'on va revenir sur la langue, mais si tu avais été en France, on balaye le côté de la langue parce qu'on parle très bien français, mais est-ce que tu n'aurais pas eu ce complexe-là? Est-ce que si tu te disputais, par exemple, avec un Français, quand tu viens d'arriver, tu aurais l'audace de lui dire ses vérités? Là, c'est difficile maintenant de répondre à la question, tu vois, parce que je vais être dans la théorie. Peut-être que si j'avais été vraiment dans la situation, j'aurais réagi différemment. Mais là, maintenant, je dirais non, parce que moi, je sais que le problème principal, ça a été la langue pour moi, m'exprimer. Quand tu n'arrives pas à t'exprimer, du coup, il y a des choses que tu n'arrives pas à dire, tout simplement. Okay. Donc, forcément, automatiquement, tu trouves l'autre déjà supérieur à toi, parce que ça te... En fait, tu as un complexe. Ou bien disons un point en moins vis-à-vis de lui. Ok. Oui. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que où je veux en venir, c'est que je veux que tu nous aides à détecter comment est-ce qu'on doit façonner son environnement quand on est encore au Cameroun pour pouvoir assumer son identité culturelle et tout une fois en Europe. Parce que moi, je peux te dire, en fonction de qu'est-ce qui m'entourait, qui étaient mes amis, etc., quand j'étais au Cameroun, si j'avais été en France, j'aurais eu besoin d'un peu de temps, j'aurais eu besoin de rencontrer des personnes qui m'auraient fait changer mon mindset parce que justement, j'aurais cette peur de décevoir le blanc. Ça, je te le dis honnêtement. Et si ce n'est pas le cas pour toi, si tu ne peux pas le dire, ça veut dire que forcément, tu avais déjà un certain caractère quand tu es arrivé en 2011 en Europe. Donc, est-ce que tu penses qu'au Cameroun, il y a eu des événements ou bien qu'est-ce qui a fait en sorte que peut-être dès le Cameroun, tu aies déjà confiance en toi à la base et tu te dises que si je suis face à un blanc, il faut juste que j'ai la capacité avec la langue de lui dire ce que je pense? Bon, je ne pense pas qu'il y ait des trucs spéciaux qui m'ont permis d'avoir ça. Et après, ce n'est même pas des trucs que tu réalises. La confiance en soi, c'est pas... À cet âge-là, je ne pouvais pas déjà dire que j'ai confiance en moi. Tu vois, il y a des trucs, ça avait le temps que tu dis, ah ouais, c'était vraiment audacieux ou bien tu avais vraiment déjà la confiance en toi, tu vois, avec du recul, avec des années. Mais sur le coup... Peut-être c'est un caractère, on dit chacun a son caractère. Il y a des gens, peut-être dépendamment des conditions dans lesquelles tu as grandi, comment déjà à la maison c'était et tout, ça te donne un certain caractère. Et tu l'amènes forcément dans ton nouvel environnement. Et tu fonctionnes ainsi, tu vois. Donc peut-être, moi je dirais peut-être que c'est un caractère que... Plus l'éducation, c'est plus l'éducation. Peut-être l'éducation, oui. Donc, oui. Ok. Donc, revenons sur tes débuts en Allemagne. Revenons sur tes débuts en Allemagne. Quels sont les challenges que tu as vécus, que tu vois aujourd'hui, 12 ans plus tard, que tu vois des Camerounais nouvellement arrivés en Allemagne avoir? Les challenges qu'ils ont, je trouve qu'ils sont chanceux. Hein. Ouais, je trouve qu'ils sont vraiment comparés à nous. Ils ont beaucoup plus d'opportunités, d'ouverture, déjà avec les formations qui sont déjà ouvertes à tout le monde. À l'époque, je me souviens, je voulais faire un dual studium. C'est genre les études, tu peux fréquenter, études et pratiques combinées, mais ce n'était pas possible. Tu vois. Et même quand tu arrivais quand les études étaient compliquées, tu voulais changer, c'était pas évident. Donc je trouve que ils ont beaucoup d'avantages que nous on n'a pas eu à l'époque. Oui. Donc leur challenge maintenant c'est, je vais dire quoi, je sais pas exactement ce qu'ils ont comme challenge vu que c'est. Mais quand tu es arrivé en Allemagne, est-ce que tu trouvais facilement une adresse, je ne parle même pas de maison, mais une adresse où te domicilier. Parce qu'aujourd'hui, je t'avoue, je peux te garantir que les étudiants qui arrivent récemment ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes pour trouver un logement ou bien oui, une adresse forcément pour se domicilier parce que quand tu arrives en Allemagne, il faut que tu t'enregistres. Ou alors, je dirais peut-être en gros, ils ont encore des problèmes d'administration. C'est pas qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Comme tu as dit, il y a des possibilités de formation et tout, mais ils ne sont même pas au courant. Tu vois, donc du coup, ça reste toujours un challenge. Oui, c'est clair que là, c'est un truc qui ne va pas forcément changer comme ça là. Mais il y a quand même une petite différence avec nous à l'époque, du moins moi à l'époque et eux maintenant. Parce qu'il y a
Et plus le temps passe, plus la communauté s'agrandit. Ça veut dire, là maintenant on a des groupes, au moins dans toutes les villes, il y a des groupes et tout. Donc, du coup, c'est plus facile pour eux de trouver, d'avoir des contacts que nous, on n'avait pas forcément avant. Donc, c'est déjà un avantage pour eux que nous, on n'avait pas. Peut-être avoir l'ami d'une amie qui est là ou le cousin d'un cousin. La communauté s'est agrandie. La population camerounaise de 2012 et de 2025. C'est vrai que la diaspora est plus importante maintenant. Ouais. Donc, du coup, je pense que ça, c'est un problème peut-être qu'ils ont forcément maintenant encore, mais qui était peut-être plus compliqué à l'époque. Oui. OK. Stéphanie, à cœur ouvert, tes débuts en Allemagne, hein? Quel est ton plus gros challenge? Qu'est-ce qui t'a traumatisé? Prends une minute vraiment pour essayer de répondre parce que j'aimerais vraiment savoir. Bon, je ne vais pas faire genre pour faire comme si j'ai trop souffert ou bien qu'il y a forcément des choses qui m'ont traumatisé, mais je ne vais pas dire je ne vois pas un truc qui m'a traumatisé. C'est vrai? Oui. Parce que même quand j'ai parlé du racisme et tout, j'ai vécu des petites scènes de racisme, rien d'alarmant, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui ont vécu des scènes vraiment plus énormes que ce que j'ai vécu, tu vois. Mais moi, c'était des trucs normaux, donc je ne peux pas dire que il y a des trucs qui m'ont traumatisée. J'ai eu un parcours plus ou moins normal, comme une étudiante normale. Je vais à l'école, je travaille comme tout le monde, j'ai fait mes études. En fait, j'ai eu une vie normale. Ok, peut-être au début, tu n'as pas eu de traumatisme, j'espère, bon, je n'espère pas, mais voyons voir si pendant tes études, c'est arrivé. Parce que l'étude, une Camerounaise qui arrive en Allemagne en 2011, qui s'en va à l'université, ça ne doit pas être facile. Qui doit étudier en une autre langue, tu as des professeurs qui parlent des Allemands différents, etc. Parlons de tes études. Qu'est-ce que tu as étudié déjà et où est-ce que tu as étudié? J'ai fait un bachelor en logistique à Ludwigshafen et un master en supply chain management à Fulda. Mon premier semestre en cycle bachelor, c'était en fait quand j'entre à l'université. Bon, je n'ai pas fait l'université, j'ai fait la Fachhochschule pour ceux qui connaissent. Quand je commence, tout se passe bien. Vraiment, je suis bien accueillie, je suis bien intégrée. Il y a les anciens, je viens me trouver là, me disent que waouh, Stéphanie, tu as la chance, tes camarades te prennent bien. Donc, j'étais vraiment bien accueillie. Mais malheureusement, c'est moi qui me retire plus tôt. Parce que tu te rends compte, tu viens d'arriver là, la langue est encore... Parce qu'il y a une différence de la langue, des cours de langue et de l'université. Ouais. Donc, quand tu commences là, tu marches avec des Allemands. Les Allemands veulent bien que tu... Donc, j'étais la seule noire déjà dans ma classe. Dans mon groupe. Et chaque pause, on les prenait ensemble, on traînait ensemble. Mais je voyais toujours mes frères camerounais dans un coin là-bas, là, dans les commentaires et tout. Et moi, je suis là assise avec les Blancs, ils parlent, ils rient, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. C'est là-bas que je voulais partir, là où il y avait mes frères camerounais. Donc, du coup, je commence à me retirer moi-même, à fuir les Blancs, parce que les blagues ne m'intéressent pas, je ne comprends pas forcément tout, je ne suis pas à l'aise. Donc, je me retire moi-même plutôt. Donc, ce qui fait que je ne peux pas dire que j'ai eu un début difficile, tu vois, parce que j'étais plutôt bien accueillie en classe. Je n'avais pas des scènes de racisme en classe, je n'avais pas des problèmes avec des camarades de classe. Non, disons que j'étais chanceuse. D'accord. Ouais. Ou bien je suis tombée chanceuse, tombée dans un bon groupe. Ouais. Et les études, ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Normalement, un cycle bachelor dure 6 semestres. Moi, j'ai fait 8. J'ai fait 8 semestres. C'était difficile. C'était difficile où tu dois bûcher, tu dois mémoriser beaucoup de choses au lieu de comprendre. Tu écris des examens en mode robot, parce que souvent comprendre est difficile, donc tu te retrouves en train de plus faxer et tout. Mais par contre, le master était différent. Le master, maintenant, il y a une confiance en toi. Maintenant, tu te dis, OK, je maîtrise le système, je suis un peu plus rassurée. Donc, c'était différent. J'ai mieux fait le master que le bachelor. Ouais. Je te pose toute cette question-là, justement, pour arriver à un point. De savoir si tu as toujours... Est-ce que tu as toujours su que tu serais où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu t'es préparé? Tu as toujours su que tu devais être entrepreneur, des Airbnb, un grand salon en plein centre-ville de Dortmund? Non. non, je ne l'ai pas su. Ça s'est manifesté avec le temps, ou bien disons que oui.
Je l'ai su au fil des années par rapport à mes expériences. Ouais, au niveau du travail et tout. J'ai su que j'allais pas tenir. C'était ma première fois où j'entre en entreprise, c'était pour un stage. J'étais en cycle bachelor, à l'époque licence, où je me sens un peu en retrait. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui aime bien prendre les devants, qui est assez active, assez ouverte. Et pour ma première fois, déjà à l'école, c'était pareil, où tu n'es pas celle qui pose beaucoup de questions ou qui répond beaucoup aux questions, tu es un peu en retrait. Donc, quand je commence le stage, c'est un peu pareil, où dans les réunions, dans les meetings, tu es plus celle qui écoute, tu es un peu... En cause de la langue, tu ne te fais pas assez confiance de pouvoir t'exprimer clairement avec une certaine assurance. Donc, je me dis, est-ce que je vais m'en sortir? Bon, après, ça passe. J'entre en cycle master. Je fais un deuxième stage, toujours dans une grande compagnie comme la précédente. C'est encore pire. Je me dis, waouh. D'une certaine façon, tu ne sens pas, tu n'as pas l'impression que tu apportes quelque chose de grand, d'important. En fait, que ta présence, on peut se passer, en fait. Et ça fait un sentiment désagréable de sentir que tu sois là ou pas, ça va, on s'en sort. Donc moi, j'aime pas me sentir ainsi. Et après ça, je me suis dit, peut-être c'est l'Allemagne. Je suis allée faire un stage de 3 mois aux États-Unis. J'avais ma soeur qui habitait là-bas à l'époque, à Baltimore. J'ai dit, bon, je peux profiter. Je suis allée faire un stage de 3 mois. C'était différent, mais sauf que les États-Unis, ce n'était pas mon pays, finalement. Ce n'était plus mon pays où je voulais rester. Le stage s'est mieux passé qu'en Allemagne parce que les Américains étaient un peu plus ouverts. C'était un autre monde de travail là-bas. Donc, c'est vrai que quand je rentre, j'ai une petite boule dans mon ventre qui me dit, le monde du travail là en Allemagne. Mais après, la vie continue, on oublie et tout. Mais le déclic, c'est quand je commence dans le travail, officiellement. Mon premier boulot même, je m'ennuie déjà. Et je suis encore dans la période d'essai où on m'a licenciée pendant la période d'essai, peut-être parce que je cherchais le travail déjà en étant au travail. Okay. C'est vrai qu'on va en parler dans la rubrique ton expérience professionnelle. Donc, disons que c'est en fait la monotonie du travail qui me fait ne pas me sentir à l'aise, de trouver que je dois faire autre chose. Ouais. Donc, c'est un peu... Disons, ça après, on était en quelle année déjà? 2018-2019, quand je commence à travailler. Donc, disons, quand j'arrive en Allemagne en 2011, 2019, c'est là où je sens que là, ça ne va pas. OK. Ouais. D'accord, très intéressant. Très intéressant. On aimerait aussi savoir, parce que dis-toi que la plupart des personnes qui regardent notre entretien, notre échange, ne connaissent pas forcément comment ça se passe en Allemagne, comment la vie d'étudiante et de travailleur, etc., comment tout ça se passe. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu le financement de tes études? Comment ça se passe, comment on vit? Parce que tu quittes du Cameroun, tu arrives en Allemagne et puis tout se passe plutôt bien, comme tu nous as dit. Mais voilà, vivre a un coût, en quelque sorte, surtout en Europe. Donc, comment tu finances tes études Bon, je finance mes études comme la plupart des étudiants où tu devais travailler. Je travaillais généralement en été, pendant les grandes vacances. Et ça me permettait de payer. Je payais mon assurance sur 6 mois, donc pour tout le semestre qui allait suivre. Et pendant les classes même, je ne travaillais pas. Donc, ce qui fait que j'étais vraiment à l'école. J'ai jamais manqué, peut-être jamais exagéré, un cours pour aller jobber, par exemple, parce que je m'arrangeais à payer l'assurance, 6 mois d'assurance. Je vivais dans des maisons en colocation avec des personnes. Je n'étais pas dans des maisons de 500 € comme maintenant. Les gens qui arrivent ils peuvent prendre des appartements de 500 € le mois et survivre. Je coachais avec des gens dans des chambres où tu payes 150 €, 200 € le loyer. Ça va. Donc, toi, tu vivais en colocation aussi? Oui, je vivais en colocation. Pendant toutes mes études, je n'ai jamais vécu seule. Et tu n'avais pas honte de vivre en colocation pour une grande dame comme toi? Est-ce que j'étais grande? Alors aujourd'hui, tu ne peux plus vivre en colocation? Non, aujourd'hui, je ne peux plus. C'est ça, en fait, dans la vie, c'est étape par étape.
étape par étape. Tu ne dois pas brûler les étapes. Bon, après, si tu peux brûler, tu les brûles. Mais si tu sais que tu ne peux pas, tu ne peux pas brûler les étapes. Si tu n'as pas les moyens de payer un loyer, tu vas aller habiter seul, vouloir habiter seul. Comment tu veux habiter seul quand tu n'as pas les moyens? J'ai posé la question à une personne au pays, un cousin qui m'appelle, je me dis, il vient avec son frère dans la maison, mais il a besoin d'argent parce qu'il veut prendre son appartement seul. J'ai dit, tu pars habiter seul, ça veut dire que tu n'as pas l'argent, tu dois encore rester là-bas. Ça veut dire que si tu n'as pas les moyens d'habiter seul, tu dois coacher. Donc je coachais avec des gens, j'ai jamais vécu seul, jamais. Ok, j'ai envie de demander comment tu fais pour surmonter ça, parce que c'est un vrai problème, j'essaie souvent de comprendre. Tu as dit quelque chose qui est très important, c'est de dire que tu n'as jamais travaillé, donc tu n'es jamais allé chercher de l'argent pendant que le professeur était en train de dispenser ses cours. Mais on sait que dans la communauté, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est quoi, d'après toi, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce qui peut pousser une femme ou une jeune dame ou un jeune homme à aller travailler de l'argent au lieu d'aller suivre ses cours? On vient de différentes familles, tu vois. Donc, je ne juge pas les personnes parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées qui disaient moi, c'est moi qui dois payer le loyer de mes parents au pays. Je dois envoyer mes frères à l'école, je dois. On n'a pas la même vie. Donc, on n'a pas la même vie. Disons que moi, j'ai eu la chance où les parents n'attendaient rien de moi, tu vois. J'ai mes frères aussi, nous sommes tous à l'étranger. Bon, à l'époque, peut-être non, mais je ne viens pas d'une famille démunie où on m'a envoyé pour soulever la famille. Donc, ce qui fait que c'est un avantage que j'ai eu. Et peut-être beaucoup l'ont aussi. Et du coup, je me dis, OK, je vais à l'école. Mais sauf que tu peux bien avoir cet avantage-là, mais vouloir toujours aller jobber. Parce que tu veux beaucoup d'argent pour avoir une certaine vie. Moi, l'argent n'était pas en fait la belle vie ou bien... Disons que je n'y pensais pas. Peut-être que si à l'époque j'y pensais, peut-être j'allais vouloir aller travailler beaucoup plus pour pouvoir avoir beaucoup d'argent et faire aussi des choses et tout. Donc, mais est-ce que tu comprends l'étudiant qui travaille l'argent? Bon, OK, il y a deux scénarios. Il y a le scénario où, évidemment, parce que pour venir en Allemagne, soit quelqu'un te prend en charge, quelqu'un que tu ne connais pas toujours, c'est pas obligé. Le deuxième scénario, c'est que tes parents ils mettent de l'argent dans un compte qui est bloqué pour que l'État allemand puisse voir que voilà, une caution. Une caution. Pour des personnes, pour les étudiants qui ont une caution et cet argent-là ne les appartient pas, peut-être parce que papa a bouffé une tontine au pays pour pouvoir faire la caution. Ouais, on connaît tout ça. Est-ce que tu le comprends, lui qui arrive? Parce qu'il y a deux, comme je disais, il y a deux scénarios. Donc, il y a lui, il arrive, il travaille pour rembourser la caution. Le deuxième scénario, c'est celui qui n'a pas de caution, mais la famille vit dans une certaine précarité au pays. Et lui, justement, il travaille pour pouvoir élever le niveau de vie de sa famille au pays. Est-ce que tu les comprends? Oui, bien sûr que je les comprends. Là, aujourd'hui, par exemple, je vais encore être très strict sur ça, que je les comprends parce que je ne juge pas. Vraiment, c'est une qualité que j'ai acquise avec le temps et que je travaille encore dessus, où je fais le maximum d'efforts de ne pas juger parce que tu ne connais jamais les réalités de l'autre. Et c'est justement ça. Moins tu juges, plus tu comprends. Parce que je te dis, OK, c'est pas parce que moi j'ai eu la chance de sortir d'une famille normale où on ne me demande rien que l'autre, c'est le cas pour lui, tu vois. Donc c'est... Après, l'autre, maintenant, peut sortir d'une famille même aisée, mais veut toujours aller travailler parce qu'il veut l'argent, peut-être parce qu'il veut s'acheter une voiture. Justement, c'est ce que je veux te demander. Je comprends que tu ne veux pas juger, mais il faudrait que les jeunes qui écoutent, qui regardent cette vidéo, après, tu as un exemple. Tu vois, on va encore en parler de ton parcours et tout, mais tu as accompli des choses. Et tu as des jeunes qui vont te regarder, qui n'attendent que ton go pour pouvoir faire certaines choses. Maintenant, lui, il rêve d'avoir son permis de conduire, par exemple. Ça revient toujours à ce qu'on disait. Il rêve d'avoir son permis de conduire, de louer des voitures, voilà, d'avoir des habits, d'être à la hauteur, quoi. Toi, tu ne l'as pas fait et tu as réussi. Et tu dis bien que si tu avais jobé pour avoir tout ça, tu ne te serais pas forcément bien tiré, comme tu as pu le faire dans le passé. Donc, quand je demande si tu comprends, c'est de savoir est-ce que tu conseilles, si oui, pourquoi, sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne conseillerais pas et je ne dirais pas aussi le contraire parce que pour donner un avis... Non, pour donner un avis, il faut déjà échanger avec la personne, tu vois. Ça veut dire peut-être là, de façon logique, peut-être je vais dire non, c'est pas bien et tout, mais il faut comprendre l'autre.
Peut-être je vais dire, ok, mais monsieur Fokam, pourquoi tu mènes cette vie? Tu vois, peut-être tu as tes raisons. Ok, allons-y, alors jouons à ce jeu. Prenons les 3 scénarios. Premier scénario, je travaille. Toi, nous sommes étudiants ensemble. Toi, tu réussis, tu passes, tu valides toutes tes matières. Moi, je galère un peu parce que ça se sait même à l'université que je suis toujours absent. Je vais toujours travailler de l'argent parce que je dois rembourser la caution au pays. Mais l'objectif final, c'est d'avoir mon diplôme. C'est ça l'objectif final. Parce que sinon, je risque même d'être rapatrié. Voilà. Donc, en visant l'objectif final, je te prends comme exemple et je te dis, Stéphanie, tu fais comment pour toujours valider tes matières? Déjà, je vais demander par rapport à ta famille au pays. Parce qu'il y a aussi souvent des familles qui exagèrent. Et il y a aussi souvent des enfants ici qui se mettent la pression. Tu vois. Parce que souvent, j'ai eu à dire à l'époque aux gens, si demain tu n'es plus là, ta famille au pays va continuer de vivre. Ça veut dire tu peux mettre pause. Parce qu'il y a des gens qui ont fait peut-être 5 ans, 6 ans en bachelor, juste parce qu'ils étaient en train de gérer les deux. Pourtant, si tu dis au pays là, pause, donnez-moi 3 ans, je finis ma licence et après je m'occupe de vous. Ça fait que tu as gagné en temps et tu as eu moins de stress. Ça veut dire souvent, il faut bien regarder, est-ce que réellement on a vraiment besoin de ton aide là au Cameroun? Parce qu'avant, quand tu étais au Cameroun, vous faisiez comment? Qui envoyait l'argent pour que vous viviez? Pour que maintenant tu sois en mode sans toi, ils vont mourir. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, si maintenant, tu es quelqu'un qui veut juste vivre la belle vie, on n'a pas les mêmes objectifs de la vie. Peut-être là, tu as répondu justement aux les deux rubriques, les deux scénarios. Et c'est très bien comme ça. Je te repose la question. Moi, l'étudiant, je te demande, comment je fais pour savoir s'ils ont réellement besoin de cet argent? Parce qu'après, c'est vrai que tout ça, c'est toute une histoire encore. Hein. C'est tout un cas parce qu'au pays, ils ne connaissent pas forcément mes réalités. Mes parents se disent forcément que quand je leur envoie de l'argent, ça ne me coûte rien. Tu vois, donc, dans ce cas-là, dans ces circonstances, comment je fais pour savoir s'ils ont réellement besoin d'argent? Est-ce que je dois faire taire mon cœur, me concentrer sur les études avec toi pour qu'on réussisse ensemble, peu importe ce qui arrive au pays, ou alors comment est-ce que je fais? Bon, déjà la question comment tu fais pour savoir, c'est déjà une question qui a la réponse est claire parce que tu connais comment fonctionne nos pays. Donc ce n'est pas comme si tu es né ici et maintenant on te raconte seulement. Ça veut dire que tu connais déjà le besoin, comment la vie se passe au pays. Donc tu peux savoir si oui ou non on a réellement besoin de cet argent. En fait, moi, ce que je dirais vraiment à quelqu'un, c'est concentre-toi sur tes études, tu finis. Sauf si vraiment tu vois qu'il y a le besoin que sans toi, mais c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Dans le cas de la caution, donc ça veut dire que j'aurais bien fait de ne même pas accepter que mes parents bouffent une tontine ou alors rentrent dans une tontine pour m'envoyer en Europe. Si je dois à tout prix, une fois en Europe, il faut que je finisse mes études, ça veut dire, ok, mon père, il a pris une tontine, il a bouffé en premier, et c'est à moi de renvoyer l'argent chaque fois pour qu'il puisse rembourser la tontine. Je lui dis dès le Cameroun que je ne peux pas, parce qu'une fois que j'arrive en Allemagne, il faut que je me concentre sur mes études. Non, je dirais la caution, tu dois rembourser. La caution, tu n'es pas censé utiliser la caution. Moi, je dis, c'est déjà une grande chance pour un parent que l'enfant ne demande rien. Tu vois. Donc, moi-même, souvent, j'ai dit ça à ma mère, qu'elle soit déjà contente que je ne te demande rien. Parce que de 2011, quand j'ai quitté le pays jusqu'à ce que je commence à travailler, il y a des filles de mon âge qui sont encore dans la maison familiale où on paye tout, avec même peut-être leurs enfants à côté. Donc, c'est déjà une chance. Je ris parce qu'il y a des parents qui disent aux enfants aussi que c'est une chance que je ne vous demande rien. Oui, exactement. Et c'est vrai en fait. Donc, c'est vice-versa. Donc, ce qui fait que si l'enfant est déjà ici et qu'elle ne demande rien, c'est déjà une chance. Donc, la caution qu'on met, c'est un argent qu'on a juste emprunté et ce n'est pas ton argent. Donc, ce n'est même pas un argent que tu vas dire, en fait, moi, c'est comme ça que je vois la chose, que tu vas dire, ok, tu prends ça pour vraiment faire tes études, travailler, ne pas étudier, juste ne pas travailler, non. Ça veut dire même si le parent a emprunté cet argent, dès que tu arrives, tu renvoies l'argent et tu vis ta vie normale où tu vas travailler aussi comme tout le monde pour survivre à tes besoins. Ça veut dire qu'il y a le tarif, il y a le travail pour l'étudiant de 540 € le mois, qui te permet de payer un loyer, payer ton assurance, en fait, pour toi. Parce que c'est souvent le surplus qu'on cherche là qui nous fait aller plus au-delà. Il nous fait manquer les cours. Oui. Ok, c'est très intéressant. Finalement, tu t'es lâché. Et c'est justement ce que je voulais entendre. Donc, on va retenir que
pour réussir ses études en Allemagne, c'est important, c'est mieux de se focaliser, peu importe ce que ça nous coûte. Bon, pas peu importe, Pas peu mais importe, oui. voilà, même si ça nous coûte C'est pour un temps. d'oublier la famille, voilà, c'est mieux de se focaliser uniquement sur ses études. Et c'est vrai aussi de préciser qu'on a toujours la possibilité de travailler. Tu n'as pas dit que tu ne travaillais pas. Voilà, oui. Voilà, mais il faut juste limiter ce qu'on peut Il faut limiter, gagner. exactement. Exactement. D'accord, ok, c'est très intéressant. Maintenant, je vais revenir encore. Bon, on va prendre tout ton parcours. Hein. Et on va dire s'il fallait revenir en arrière. Hein, on reste uniquement sur ton parcours, je veux dire de quand tu as eu ton diplôme, au premier jour que tu es arrivé en Allemagne. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu te dis, si j'avais su? En fait, de mon parcours académique, tu veux dire? Oui. Oui. S'il y a l'intégration, je trouve que je n'ai pas eu des bons mentors. Je n'ai pas eu des personnes qui m'ont guidée dans le sens où l'intégration est importante. Parce que je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de Camerounais. Ou bien c'est ce qui m'a manqué, si je reste seulement dans mon cas. C'est ce qui m'a manqué. Donc si je devrais revenir en arrière, je m'intégrerais plus, beaucoup mieux. Et surtout, ce qui me fait encore mal, c'est que j'ai eu la chance. Mais je ne l'ai pas saisi. Parce que je voulais marcher avec mes frères quand même. Donc, ce n'est que ça. Donc, ce qui fait que c'est l'intégration que je changerais dans mon parcours. Mais est-ce que trop marcher avec ses frères africains, je vais dire, bon, je vais reformuler ma question. Ne pas marcher, ne pas collaborer ou bien vivre en société avec ses frères africains, est-ce que quelque part ça ne rend pas l'intégration plus difficile? Parce que quand on arrive, on fait face à une nouvelle culture. Tu sais à quel point la culture allemande est complètement différente de la culture francophone. Voilà, donc affronter cette culture-là et vouloir s'intégrer, c'est prendre des coups. C'est supporter des choses, c'est essayer de comprendre. Oui. Mais si à côté, on n'a pas de frère avec qui parler, quelqu'un d'autre qui vit les mêmes choses, est-ce que ça ne rend pas l'intégration plus difficile? Est-ce qu'on ne sombre pas dans une certaine dépression? Je n'ai jamais dit qu'on doit laisser ses frères camerounais ou africains. J'ai dit qu'il faut plus s'intégrer. Le fait de m'intégrer ne m'empêche pas de te voir, de parler avec toi, tu vois. Mais seulement que moi, si je reste dans mon cas, je ne me suis pas assez intégrée. Je marchais plus avec des Camerounais même, parce que dire même africain, c'est trop dire, avec des Camerounais. Parce que tu es dans un nouveau pays, comme tu dis, où tout est nouveau et tout. Forcément, l'endroit où tu te sens le mieux, c'est avec les gens que tu maîtrises mieux, qui sont les Camerounais. Or, si tu te rapproches plus des autres, et qui sont les Allemands, tu vas mieux maîtriser le système, tu vas améliorer ta langue plus rapidement, tu vas mieux te développer. En fait, c'est différent. Ok, c'est justement ça que je voulais savoir. Quels sont les avantages à quitter sa zone de confort? Parce que finalement, c'est de ça qu'il est question. Sortir de sa zone de confort et aller challenger un peu voilà, les inconnus. Donc, c'est quoi les avantages concrètement que tu aurais eu? Qu'est-ce que ça t'aurait apporté concrètement si tu étais plus sorti de ta zone de confort? Déjà, j'aurais amélioré beaucoup ma langue, mon niveau de langue, parce que à force de marcher avec, de les côtoyer, tu améliores, tu parles beaucoup plus la langue, tu es informé de beaucoup de choses, parce que c'est un peu comme un Camerounais qui au pays connaît tout. Si un Ivoirien vient là, il marche avec toi, tu vas lui parler de tout le Cameroun, tout le pays, il saura. Donc, ça fait que tu es mieux informé. Tu es mieux préparé en fait, aux difficultés parce que tu sais déjà comment le système fonctionne. Et tu as des gens qui peuvent te guider, te donner les bonnes sources par rapport au Camerounais qui est comme toi. Parce que le Camerounais avec qui tu marches est comme toi. Lui aussi, il a besoin de ces informations-là. Vous deux, vous êtes en mode, vous cherchez des informations et vous marchez encore entre vous. Peut-être même déjà à l'université, on sait que les Allemands, ils maîtrisent comment ça se passe. Ils ont, par exemple, les anciens épreuves là où ils peuvent te dire, voilà, prends ça, bûche ça, ça va venir, ils connaissent. Toi, tu es avec ton frère camerounais où vous ne connaissez rien, vous deux, vous marchez ensemble. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait des inconvénients à marcher avec des Blancs. Surtout quand tu n'as pas laissé tes frères. Parce qu'il y a des gens encore qui exagèrent, qui arrivent ici et qui sont en mode
Les Camerounais, là, je ne vous connais pas. Maintenant, je suis blanc dans ma tête et dans mon âme et tout et tout. Là, c'est autre chose. Ici, ils changent leur nom. Ils changent. Ils redeviennent Liebeblum. Voilà, il devient allemand une fois. Il devient allemand. Donc, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle bien de ceux qui savent, en fait, trouver la balance. Oui. D'accord. Ok, très intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse-là. C'est exactement ce que je voulais. Si tu avais un conseil à donner à... On va d'abord dire une étudiante. On va vraiment... Parce que les réalités, si tu es un homme ou une femme, c'est toujours différent. Donc, on va commencer par une étudiante. Si tu avais un conseil à donner à une étudiante qui arrive réellement en Allemagne, donc elle peut être encore en train de faire les cours d'allemand, ou alors elle a commencé ses études. Elle veut savoir ce qui l'attend devant. Comment faire face? Quel est ce conseil pour elle? Je lui dirais déjà de se concentrer sur ses études. Les relations privées, en tant que femme, forcément, tu as besoin d'un homme dans ta vie et tout ça, on ne peut pas empêcher. Bien choisir ton partenaire, surtout pour les femmes, de ne pas choisir, ne pas chercher le partenaire qui a déjà fini ses études et qui travaille. Parce que je me souviens, moi, à l'époque, j'ai fui les ingénieurs dans ce pays comme si c'est le chien que je fuyais. Parce que te mettre en relation avec quelqu'un qui a fini ses études, qui travaille déjà, il pourrait t'empêcher d'atteindre tes objectifs parce que lui, il veut déjà créer une famille. Or, toi, tu as envie de commencer là, du coup, tu as un homme à côté qui te met à la pression du mariage ou des enfants. Ça devient un challenge. Tu es dans un challenge qui n'est pas nécessaire pour le moment. Ça veut dire si tu viens là avec tes 22, 23 ans, ou voire même moins, tu vas à l'école, tu cherches ton partenaire qui est au même niveau que toi, vous évoluez ensemble. Enfin, ton rythme de vie doit aller avec ton âge. Sauf que maintenant, c'est difficile. Il y a trop de réseaux sociaux, il y a trop les influenceurs. C'est difficile. Tu vois une fille qui n'a même pas encore au 3e semestre, elle veut y aller à la voiture. Elle veut aller aux Zanzibar. Du coup, ça devient difficile de résister à l'ingénieur. Voilà, c'est ça. Ça devient difficile. Parce qu'il y a trop... la tentation est énorme. C'est difficile. Donc, conseiller les jeunes filles d'aujourd'hui maintenant... Il faut avoir le cardio, il faut seulement qu'elle habite avec toi pour que tu lui parles tous les jours. C'est difficile. Ouais. Mais elle t'écoute. Oui, en fait, il faut avoir des modèles. Il faut avoir des personnes que tu suis, qui ont fait ce que qui ont un parcours qui t'inspire. Et non suivre juste des personnes, parce qu'on voit souvent les résultats. Parce que même toutes les influenceuses qu'on voit sur le net là, c'est ce que tu vois. Mais tu n'es pas avec elles pour voir leur parcours, leurs difficultés, les pleurs et tout, en fait, ce qu'elles vivent. Donc, il faut vraiment avoir un mentor. Moi, je conseille, en fait, d'avoir les mentors sont importants. Les trucs, on simplifie souvent ça, mais c'est important d'avoir un mentor qui te guide. Que fais ça, ne fais pas ça. En fait, c'est important d'avoir quelqu'un. Ça permet de gagner en temps et d'éviter beaucoup d'erreurs. Okay. Pour la jeune fille qui te regarde, est-ce qu'il y a moyen qu'elle te contacte pour que tu deviennes son mentor? Bon, moi, je suis ouverte. Pour toutes les personnes qui me connaissent, je partage, j'aide vraiment volontiers. Vraiment volontiers. Mais sauf que je me décourage aussi souvent beaucoup. Parce que quand tu commences à parler, tu vois à quel niveau elle se trouve encore. Je ne sais pas, tu vois souvent ça. Tu causes avec quelqu'un. Tu comprends qu'il y a beaucoup de travail. Tu comprends qu'il y a le travail, se dit, prends ton temps, fais tes erreurs et tu vas apprendre de toi-même. Ouais. Donc, faute de disponibilité, je peux ne pas avoir le temps de m'asseoir sur quelqu'un parce que tu te dis, laisse-la faire ses erreurs et elle va apprendre d'elle-même. Mais sinon, je suis ouverte. Je reste ouverte. D'accord. Ouais. Ok, revenons donc au jeune homme. Est-ce que tu peux quand même, bien qu'étant femme et ne vivant pas dans la peau d'un homme, est-ce que tu peux quand même donner ce conseil-là aussi à ce jeune homme qui va lui permettre de réussir sa vie en Allemagne? Oui, ça sera presque la même chose, plus ou moins la même chose aussi en termes de partenaire. Parce que si un jeune homme aussi se met en couple avec une fille qui a déjà le mindset d'une influenceuse, ça sera difficile parce qu'il aura peut-être à sa charge une fille qui veut en fait l'empêcher d'évoluer ou bien faire en sorte qu'il dépense plus qu'il ne devrait et tout. Et ce n'est pas un bon équilibre. En fait, donc je lui dirais la même chose, de se trouver une partenaire déjà, parce que c'est souvent la base. Peut-être je m'accroche à ça parce que c'est important. Le partenaire, la personne avec qui tu vis, tu partages ta vie, c'est important. C'est une personne clé dans ta vie. Ce qui fait que si tu tombes ici en Allemagne, tu arrives, tu es dans une mauvaise relation,
ça va beaucoup influencer ton parcours. Moi aussi, j'ai eu la chance d'être tombée sur un bon partenaire qui m'a bien soutenue, donc je n'ai pas, ce qui fait que ça t'évite aussi de faire certains dégamages et tout et tout. Donc, je conseillerais la même chose pour un jeune étudiant. Et aussi, je sais que les jeunes garçons souvent aussi ont, maintenant, surtout maintenant, où beaucoup veulent aussi rouler dans des grosses voitures, parce qu'ils disent souvent que oui, ça permet de travailler à la poste et tout, mais tu vas prendre une grosse Hyundai pour travailler à la poste, ok, d'accord. En fait, le fait, c'est juste une excuse. Oui, c'est juste une excuse. Donc, en fait, c'est beaucoup plus de réduire le rythme de vie. En fait, ton niveau étudiant reste d'abord à ce niveau. La vie ne fuit pas. On est là, step by step. Ouais. D'accord, merci. Allons ici. Non, non,